Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis Benoît Baye et je suis toujours là avec mes trois acolytes, Roger Caroni, Laurent Cuvier, alias l'homme à la poussette, et Géry Gitani. Messieurs, comment allez-vous ce soir ? Très bien. Très bien, merci. Superbe. Alors nous sommes là pour ceux qui nous écoutent pour la toute première fois pour parler de Rome pendant les prochaines 20 minutes environ, avec un sujet donné, avec une émission qui va donc revenir toutes les 2 semaines sous forme de podcast sur iTunes et sur Spotify, qui s'appelle donc le Single Cast. Et pour entrer dans le vif du sujet, le sujet du jour sera tout simplement la multiplication des embouteilleurs indépendants. Étouffe-t-elle le marché du rhum actuel ? Oui ou non ? Ou peut-être. Enfin, je ne sais pas. À vous de me le dire. Géry Gitani, qu'en penses-tu ? En tant que caviste, je trouve qu'il y a effectivement une multiplication des embouteilleurs indépendants, à tel point que je ne sais plus où mettre les bouteilles. Et quand on sait que pour la plupart, ils font leur sourcing, c'est-à-dire qu'ils s'approvisionnent auprès du même broker, on peut se poser des questions sur la pérennité de certaines marques. Alors, à quoi penses-tu qu'est due cette multiplication des embouteilleurs ? Donc, on répète, un embouteilleur indépendant est quelqu'un qui détient une marque, mais pas forcément une distillerie. Tout simplement parce que le rhum est en pleine expansion, qu'il y a une mode actuellement sur le rhum et qu'il y a des gens qui se disent tiens, il y a une opportunité, je peux faire une marque de rhum et pourquoi pas me faire un peu d'argent, voilà. Donc tous les embouteilleurs indépendants seraient juste des gens qui souhaiteraient non pas tout, je dis pas profiter tous les j'ai dit certains. D'accord. Roger ? Oui, je trouve effectivement qu'il y a de plus en plus d'embouteilleurs indépendants embouteilleurs indépendants, des fois c'est un peu un grand mot, hein. C'est des fois aussi simplement entre guillemets une société qui achète 2-3 fûts chez Scheer par exemple et qui les met en vente. Donc souvent Scheer, la qualité. On précise Scheer, donc qui est le grossiste entre guillemets européen, le grossiste européen basé à Amsterdam de Rome, voilà. Et donc effectivement, je pense que n'importe qui entre guillemets qui a les fonds et les autorisations, bien entendu, peut aller chez Scheer, demander de goûter certaines choses que Scheer leur donnera accès ou non. Et à partir de là, le mettre en bouteille. Je pense qu'il n'y a pas, ce n'est pas bien compliqué entre guillemets. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup de nouveaux embouteilleurs qui arrivent souvent avec les mêmes références que d'autres. Donc on parle souvent de Foursquare, de Worky Park, de Hamden, un petit peu moins maintenant parce que ça commence à devenir un peu plus cher. Mais du coup, oui, le marché est un petit peu étouffé, je trouve, pour le moment. En tout cas, niveau embouteilleur indépendant. Alors pourquoi il faut aussi différencier, comme tu disais Roger, embouteilleur et embouteilleur, si je puis dire. Il y a le bon embouteilleur et le mauvais embouteilleur, comme dirait les inconnus. Puisqu'on a certaines personnes qui vont juste acheter du rhum et le mettre tel quel dans leur bouteille, et c'est tout. Alors après, ils vont essayer de jouer sur un design de bouteille, une étiquette, et ça, on n'a strictement rien à faire. Mais tu as des gens qui vont par contre récupérer des fûts, par exemple chez ce broker-là, et qui vont eux-mêmes faire des assemblages et qui vont eux-mêmes faire des réductions. Et là, ce sera quand même un travail un petit peu plus intéressant. Tu parlais dans les dernières news du dernier épisode, par exemple, de All Brothers, sur leurs 3 nouvelles références à degré un peu moindre. Et là, il y a vraiment eu un vrai travail d'assemblage et aussi de réduction. Alors là, en plus, avec la particularité qu'a priori, les fûts n'ont pas été achetés chez Scheer, mais auprès des distilleries directement, ce qui change encore un peu la donne. Oui, tu as parfaitement raison, Laurent. Mais ça, le consommateur lambda ne peut pas le savoir, sauf si le caviste lui explique. Exactement. Alors après, la question que moi je me pose, c'est est-ce que pour revenir directement à la source du problème, vu que ces embouteilleurs étouffent un peu le marché, pourtant ceux-ci bénéficient de produits qui viennent de distilleries qui ont souvent leur propre marque. Est-ce que du coup, ces distilleries-là, en vendant du vrac, du rhum en vrac donc à des brokers ou directement aux embouteilleurs indépendants, ne se tire pas un peu une balle dans le pied justement ? Je pense pas, dans le sens où le phénomène a été inverse, c'est-à-dire que beaucoup de ces distilleries n'avaient pas leur marque à l'origine et ne faisaient que vendre en vrac. Et c'est ensuite, alors je dis pas que c'est dans 100% des cas, mais c'est ensuite qu'ils ont créé leurs propres embouteillages, leur propre marque, et c'est donc la tendance
inverse, c'est-à-dire qu'ils ont commencé, si on veut, par tirer plein de balles dans tous les pieds, mais ils n'avaient pas d'autre option à l'origine. Et ensuite, ils se sont vus que ça marchait de mieux en mieux, qu'il y avait une demande, etc. Et là, ils ont commencé à mettre en bouteille leur propre rhum. Est-ce que tu as des exemples justement par rapport à ça ? Je pense qu'il y a plusieurs distilleries jamaïcaines. Absolument. Hamden, pareil, voilà, qui n'ont leur marque que depuis très peu de temps. Worsley Park avec une gamme maintenant assez étoffée et pas mal du tout, mais avant ils faisaient que vendre en vrac. Ou la Weird à la Barbade qui n'avait pas forcément. Absolument, je me demande si Foursquare avait une marque à l'origine. Ils avaient Dourly, ça, quand même. Hein. Ouais, mais voilà, mais c'est pas leur marque. Non, mais ceux qui le font. Oui, bien sûr. Mais à nouveau, c'était pas la marque Foursquare. Donc voilà, pour répondre à ta question de balle dans le pied. Je pense que le vrac, c'était une façon peut-être un peu rapide aussi de faire du cash, entre guillemets. Donc, pour les distilleries. On distille, on envoie en vrac, le broker met en fût et vend ça 10, 15 ans après, quoi. Je pense que maintenant, Hamden a revu depuis 2009 sa façon de travailler. Donc, je pense que maintenant, une grosse partie de leur production est stockée sur place. Parce qu'effectivement, ils ont remarqué un engouement pour tout ce qui est rhum de tradition jamaïcaine. Oui, parce que à l'origine, c'est une tradition, on va dire anglo-saxonne. Les îles, les colonies anglaises envoyaient bien souvent leur rhum en Angleterre pour le vieillissement. Mais pour revenir, comme disait Laurent, il y a embouteilleurs et embouteilleurs. Il y a des embouteilleurs, pour ne pas citer, comme Chantal Comte, qui vont acheter quelques fûts dans des distilleries. Là, la distillerie, elle ne se tire pas une balle dans le pied parce que c'est très limité. Et au contraire, ça va aller dans le sens de la notoriété de la distillerie parce que ce sont toujours des sélections de très très grande qualité. Absolument, c'est très qualitatif. Après, ce que fait Chantal Comte, ça reste aussi une exception très positive, mais une exception. Absolument. Alors après, on retrouve pas encore vraiment ce phénomène auprès des rhums agricoles aux Antilles, même si ça commence tout doucement quand même à se faire de la vente de vrac, chose qu'on n'a pas vue quand même depuis pas mal d'années, sauf peut-être chez Chantal Comte. Mais je prends l'exemple avec la Favorite qui a commencé à vendre du vrac, notamment à Shear, qu'on retrouve dans certains blends aux États-Unis notamment. Dans le Denizen, par exemple. Dans le Denizen, par exemple, qui est un assemblage de la Favorite et de je ne sais plus, ou encore sinon qui vendent des fûts complets aux Tresson-Bresse, aux Frères de la Côte, pour des produits propres à eux finalement. On a pour moi maintenant le petit souci, alors on a parlé d'engorgement un petit peu du marché avec tous ces embouteilleurs, avec à vrai dire une bonne partie de ces embouteilleurs que je ne connais même pas. C'est-à-dire que alors que je me tiens au courant, que j'essaie d'être un petit peu pointu sur le sujet, et régulièrement, que ce soit sur les salons ou même chez les cavistes, je vois des bouteilles que j'ai jamais vues, quoi. Donc en effet, clairement, il y a une multiplication, ça c'est un fait. Est-ce que ça étouffe le marché du rhum ? Oui et non. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut distinguer les différents consommateurs. Je pense que pour nous, pas vraiment, parce qu'on a nos goûts, on a nos références, on sait ce qu'on aime, on connaît la qualité. Par contre, pour le consommateur lambda, c'est peut-être un petit peu compliqué, et heureusement qu'il a des cavistes pour venir l'aider, quoi. Alors, après une autre question qu'on pourrait se poser, par exemple, c'est est-ce que ces embouteilleurs indépendants, est-ce que leur business model est pérenne dans le temps, ou est-ce qu'on les voit ouvrir puis fermer d'aussitôt parce que ça n'a pas marché, ou à l'inverse, on constate que certains ont vécu une réelle success story, ne serait-ce que de prendre l'exemple de Plantation par exemple, qui aujourd'hui sont propriétaires de distilleries dans la Caraïbe, chose qu'à la base ils n'étaient pas, ils étaient simples embouteilleurs également. Je pense qu'il y aura une sélection naturelle aussi entre, effectivement, comme on le disait tantôt, les bons embouteilleurs qui font un bon travail, qui font de la recherche, qui font quelque chose d'original, sans pour autant faire de l'originalité à tout prix. J'entends par là toutes les finitions un peu exotiques qui peuvent exister chez certains embouteilleurs. Voilà, par exemple, ou les finitions PX qui partent dans tous les sens, les rhums hyper funky, marqués, limite extrême, qu'on sort, entre guillemets, pour le buzz. Ils ne sont pas mauvais en soi, mais ils sont quand même difficiles à déguster dans le temps. Donc je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui essayent de jouer sur l'originalité à tout prix, avec des fois peut-être trop tendance à oublier la qualité. J'en ai goûté 2-3 comme ça qui sont quand même pas super terribles, quoi. Mais pourtant qui passent comme des pipes.
Oui, absolument. Et il y a quelque chose maintenant, je pense que c'est une grosse problématique pour ces entreprises-là, c'est comment se différencier. Et il n'y en a pas tant que ça, des facteurs sur lesquels on peut se différencier. Il y a le prix, évidemment, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont chercher d'aller au moins cher. Et il y en a qui s'en tirent pas trop mal, d'ailleurs, sur ce truc-là. Il y a des gens qui vont essayer de découvrir une distillerie ou une origine qui est très peu distribuée à l'heure actuelle. Moi, je pense par exemple à l'Esprit, l'embouteilleur indépendant breton, qui avait mis pour la première fois, en tout cas moi que j'avais pu voir, la distillerie australienne Binley, que depuis on a revu ailleurs. Mais voilà, ça permet de se différencier. Ou même les quelques grogs capverdiens qu'on commence à voir fleurir un peu partout. Pareil, en fait, qui, il y a 2-3 ans, étaient complètement inconnus du grand public. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va découvrir quelque chose de nouveau et il y en a d'autres qui vont sauter dessus. C'est pareil avec le degré. Mais là, tu vois, Laurent, tu parles d'un exemple dont je pensais ces derniers jours. L'Esprit qui, au début, marchait très fort et qui, maintenant, j'ai l'impression que j'en vends plus du tout, alors que c'est de la qualité. Alors peut-être parce qu'ils ont réussi au départ à prendre un créneau, qui était ce créneau vraiment des brutes de fût, et ça a été parmi les premiers à faire ça, surtout sur des rhums de tradition espagnole, on va dire. Ils ont mis des Panama, ils ont eu aussi des Barbades, ils ont eu pas mal de choses, mais maintenant... ces brutes de fût, ces trucs un petit peu plus pointus, on les retrouve chez plusieurs embouteilleurs. Voilà, donc c'est bien ce qu'on dit, c'est-à-dire que la multitude fait que certaines marques ont du mal à exister. Sans doute, absolument. Oui, surtout les plus petites, parce que je pense à la compagnie des aides, par exemple, qui lui est un gros embouteilleur. Plantation, oui. Oui, plantation aussi. Eux perdurent dans le temps, effectivement, parce qu'ils peuvent en remplacer partout. Ils ont une certaine force commerciale aussi qu'un plus petit aura vraiment du mal. Alors, ils ont leur propre réseau de distribution. Donc ça, c'est très important. Après, on a quand même des petits embouteilleurs. Prenons un exemple. On a certains embouteilleurs dont l'embouteillage indépendant n'est pas forcément leur métier premier et qui, du coup, font des embouteillages occasionnels à côté de leur activité commerciale principale, qui peut être la vente, la distribution, etc. Et pour qui ça a quand même l'air, du moins, je pense, de bien marcher. Je prends l'exemple de Dirk Becker, donc ici en Allemagne, du Rhum Depot. Je prends l'exemple d'Hubert Korman en Belgique, donc qui a sa propre cave et qui, je pense, du moins, vit essentiellement de sa cave avant de vivre de ses propres embouteillages. Effectivement, ce sont des gens qui ne doivent pas embouteiller pour vivre. Donc, une fois qu'ils tombent, entre guillemets, sur un fût, on ne tombe pas sur un fût, on le cherche, mais une fois qu'ils sélectionnent quelque chose qu'ils apprécient réellement, en passion, ils le sortent, quoi. Plantation a quand même un peu plus une obligation de sortir des choses parce que c'est quand même leur business aussi. Enfin, par rapport il a pas dit plantation, il a dit c'est leur passion. Ah, ok, autant pour moi. Oui, c'est ça. Donc ici, c'est plus une passion. On sort à Rome parce qu'on le trouve top. Et on ne sort pas à Rome parce qu'il faut sortir à Rome et qu'il faut préparer les salons de différents... mais qui du coup font des strikes quand même quasi à chaque fois, dans le sens où tout ce qui vont sortir seront des éditions ultra limitées, mais qui vont partir comme des petits pains dès les premiers jours, voire plus les premières semaines. Et parce qu'il y aura l'effet wow au début, parce que les sélections précédentes auront été très bonnes et que du coup le public est fan tout simplement, et que ça va créer un effet de rupture de stock quasi immédiat et donc automatiquement aussi une rentrée de cash flow assez importante peu de temps après avoir sorti ce produit qui fera la renommée du caviste ou de l'entrepreneur en question pour ses embouteillages, même si son activité d'embouteilleur n'est pas son activité première. Il va falloir que je m'y penche sur ces personnes-là parce que je connais pas ce qu'ils font et du coup je peux même pas dire si c'est bon ou mauvais. On t'enverra des échantillons. Je veux bien. Un autre auquel je pense, c'est 12 dans l'Aubrac, qui ont fait certaines sélections et certains embouteillages qui, pour moi, vraiment sortent du lot. Et des assemblages de qualité assez incroyables, effectivement. Absolument, et qui ont des prix de fou. Qui ont assemblé des origines qui ne se faisaient pas avant, tout ça en brut de fût, vraiment pas mal, alors qu'encore une fois, leur activité principale, pour le goût, c'est de distiller, c'est de faire du whisky, du gin, etc. Mais ça a dû permettre un petit peu de mettre du beurre dans les épinards au départ, quand ils lançaient leur activité, quoi. Et donc, je pense que c'est fait par passion. Le type s'est dit, tiens, je vais associer différentes choses, un peu jouer, entre guillemets, et il a fait 2-3 pépites. C'est fait par passion, et puis ça reste quand même assez anecdotique.
Oui. Comparativement à des marques d'embouteilleurs comme Plantation, comme la Compagnie des Indes, mais qui étaient des gens qui étaient déjà dans le business des spiritueux. Plantation dans le cognac, Compagnie des Indes, je crois, dans le vin. Et donc, c'est pas comme les embouteilleurs qui sortent de nulle part et qui vont faire une marque commerciale. Donc, ce qui sera complètement différent de l'exemple de Laurent 12 et des deux autres exemples que je viens de citer. Alors, on peut avoir des grosses success stories quand même aussi chez des embouteilleurs qui sortent de nulle part. Je vous rappelle l'exemple des Rhum Banks qui, quelques années après, s'est fait racheter sa marque par Bacardi pour pas mal d'argent. Oui. Exact, mais ça, c'était il y a un certain temps. Là, il y a quelques années, 2015, je pense. Voilà. Plus que ça. Alors, la création, c'était plus que ça. Le rachat est, comme dit Benoît, assez récent. Après, pour moi, ce qu'on peut appeler success story dans le domaine dont on parle là, d'embouteillage indépendant, ce serait d'avoir une marque pérenne qui va durer et dont le créateur propriétaire va rester, va garder les rênes de l'entreprise et durer et sortir de nouvelles choses. On en a plusieurs à ce niveau-là aussi, notamment en Italie. Roger va nous le dire avec Samaroli, par exemple. Oui, Samaroli, qui n'existe plus en tant que propriété de la famille Samaroli. Mais effectivement, cet embouteilleur indépendant a d'abord commencé par le whisky, il faut le savoir, et puis a commencé à découvrir d'autres univers tels que le rhum, vieilli intégralement, ou en grande partie sur le continent. Et lui a su effectivement se forger une très grosse réputation de par la qualité de ses embouteillages et de ses réductions. Idem pour Bristol en Angleterre, par exemple, qui lui ne fait que du rhum par contre, et qui lui est vraiment un poids lourd, pas toujours connu, mais souvent très qualitatif et avec un gros travail sur les réductions aussi. Rhum Nation aussi, oui. Et tant qu'on y est, Roger, justement, puisqu'on vient de t'entendre, il est l'heure de ta séquence news. Laurent, jingle. Et voilà, donc on repart avec quelques news. En partance de la Martinique avec la distillerie La Favorite qui vient de terminer l'assemblage du millésime 2011. Donc il y aura 13 fûts qui ont été sélectionnés et assemblés. Et cette nouvelle création sortira brute de fût et sera mise en bouteille en janvier 2020 pour, j'imagine, une disponibilité en métropole d'ici mars-avril, je pense. Peut-être au Rumfest, en dégustation, c'est très bien. Comme souvent, en dessous de la table, il y a toujours une petite bouteille du millésime. Est-ce qu'on a l'âge moyen de ce rhum-là, de cet assemblage ? C'est de 2011, donc... Ah pardon, ok, j'avais pas. Justement, Hubert Korman de Baptiste en Belgique nous prépare un très vieux Demerara des années 80 qu'il va embouteiller pour le mois de mai. Donc il y aura un peu plus d'infos et plus de news dans les prochains mois. Une belle sélection coup de cœur apparemment. Et dernière news... Foursquare et Vélier nous reviennent avec un assemblage de rhum heavy et light, donc distillé en alambic et en colonne, le tout blendé pendant 12 ans dans un fût de Bourbon. Alors le nom, ça devient vraiment un nom de code chez eux, ce sera Plenipotenziario. Donc voilà, à répéter 3 fois. Du premier coup, bravo. Du premier coup. Et à mon avis, ça devrait être sympa, parce que ça se rapproche assez fort de ce qu'a Foursquare 12 ans, peut-être, le 2007 ou le 2015 par exemple. Donc quelque chose de très rond, très accessible. Après, l'accessibilité via Vélier sera peut-être un peu différente, mais en tout cas, ça arrive. Du coup, est-ce que tu penses, Roger, que la seule différence entre toutes ces bouteilles de Foursquare, c'est le nom ? À mon avis, un petit peu, et le prix. Dans ce cas-ci, ce sera très intéressant de faire le comparatif Foursquare 2007 et ce Plenipotenziario. C'est un nom italien, donc ça on semble partir quand même sur 12 ans dans des fûts de Bourbon, qui est la signature des 2007 et 2005. Donc ça peut être sympa de faire le match, parce qu'il y aura quand même une belle petite différence, à mon avis, de budget. Et te connaissant, je pense que tu... oui, avec la noix de coco. Tu as une idée du prix ? Oui. Le prix, je ne sais pas encore, mais à mon avis, ce sera dans les 170 €. Je pense que te connaissant, je pense que tu nous feras ce match et qu'on pourra le lire très certainement sur le blog à Roger. Il y a beaucoup de chance, j'aime beaucoup Foursquare, donc... Ah bah voilà, donc dans ce cas-là, rendez-vous sur le blog à Roger, .eu, c'est ça ? .eu, oui.
.eu, c'est très corporate. .eu. On est comme ça, nous. On sent le mec qui se rapproche de Bruxelles un peu à ce niveau-là. Il n'y a pas que la passion. Hein. Il n'y a pas que la passion, exactement, il faut bien en vivre. Ok, merci Roger pour cette séquence news. Et puis, voilà, on a déjà atteint le temps réglementaire de cette émission, de cette 3e épisode. On se retrouve dans 2 semaines avec Roger, avec plus de news, bien évidemment, avec un nouveau sujet également qui sera très certainement tout aussi palpitant. Et à partir de maintenant, toutes les émissions seront diffusées toutes les 2 semaines. Enfin, il y aura une nouvelle émission toutes les 2 semaines pour être plus précis. Et donc, nous, on se retrouve dans 2 semaines, messieurs. Vous, chers auditeurs, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à nous le faire entendre. Et également, si vous avez des commentaires à faire par rapport à tout ce qui s'est dit ou que vous avez d'autres informations à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire en commentaire sur les réseaux sociaux ou encore sur iTunes ou Spotify. Et d'ailleurs, je pense qu'à partir de maintenant, dans chaque épisode, nous allons choisir un commentaire au hasard dans la foule, en espérant qu'il y ait foule, bien évidemment, et le lire à l'antenne et voir ce que nos hôtes vont en penser, tout simplement. On va commenter tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime bien. Je suis très très fort sur les insultes. Sur les insultes, alors on va éviter quand même. On va éviter les insultes. Voilà. On va éviter les insultes. Mais on te laissera quand même choisir certains des commentaires si tu le souhaites. Comme ça, tu pourras voir le taux d'insultes que tu peux supporter. Très bien. Très bien. Ok, écoutez, les gars, je vous remercie pour cet épisode et puis je vous dis à la prochaine. Merci Benoît. À la prochaine. Ciao.